Oui, et Fabienne, on a beaucoup d'auditeurs qui nous appellent au 39-21 aujourd'hui, évidemment, après le retour possible de Bernard Tapie en politique. Il l'a annoncé hier dans une interview exclusive accordée au Journal du Dimanche. Il est de retour en politique, dit-il, et prépare un plan pour interdire le chômage des jeunes. En ligne avec nous, c'est Mathieu qui nous appelle de Paris. Bonjour Mathieu. Oui, bonjour. Alors, quel est votre sentiment? Pour moi, déjà, je voulais parler de Bernard Tapie. Hmm. Tout d'abord, c'est quelqu'un qui, ça fait des années qu'il avait dit qu'il allait revenir en politique s'il voyait monter le Front National. Et pour moi, il est juste fidèle à sa parole. Donc c'est pour ça tout simplement qu'on est en train de dire que c'est parce qu'il est attaqué par la justice, etc. Alors que c'est une parole qu'il avait déjà donnée il y a longtemps. Et on tombe toujours sur lui, alors qu'en réalité, beaucoup de nos politiciens sont des justiciables, ils sont dans plein d'affaires qui sont plus ou moins graves. On en entend parler et du coup, les citoyens n'ont aucune confiance dans la politique. À cause de ça, à cause des personnes qui y sont, ils sont censés donner l'exemple, mais pourtant, la plupart d'entre eux sont mêlés dans des affaires Ouais. qui sont plus ou moins graves. Et Mathieu, vous avez plus confiance dans Bernard Tapie, alors? Ben, moi, c'est juste que pour moi, il est comme les autres, sauf qu'il a un truc en plus. C'est que c'est quelqu'un qui est autodidacte, c'est quelqu'un qui, dans son bagage, eh ben, il a réussi, il a un parcours différent des autres. Et pour moi, c'est juste une personne que personne n'aime, que les politiciens n'aiment pas, qu'on n'aime pas voir en politique. Mais pourtant, dans tout ce qu'il fait, il réussit. Et ça, pour moi, ça dérange. C'est sûr que ça dérange. Et à mon avis, on s'en prend à lui, comme on s'en est pris à DSK, par exemple, qui était une des personnes qui aurait pu être président à la place d'Hollande. Oui, en même temps, c'est la justice, en l'occurrence, Mathieu. Oui, mais j'ai envie de dire, en France, on parle beaucoup de présomption d'innocence. Hmm. Alors qu'en réalité, souvent, dans la pratique, on la retrouve pas. Je prends l'exemple de DSK. Il n'a pas été condamné dans toutes les affaires qu'il y a eu, le carton, etc. Il n'a pas été condamné, mais finalement, les affaires qu'il y a eu ont pourri totalement sa vie et sa réputation, sa carrière politique. Et souvent, c'est une technique finalement qui est utilisée. Je comprends comme ça. Hmm. C'est-à-dire lorsque quelqu'un a toutes les chances de réussir et qu'on n'a aucun moyen de le faire tomber, eh ben, on essaie de trouver les moindres failles dans sa vie privée, sa vie personnelle, ou bien on essaie de l'attaquer en justice, Oui. Bon, en de tout cas, lancer des pour vous, actions, et Mathieu, finalement, il est discriminé, tout oui, simplement. pour vous, Mathieu, c'est une bonne nouvelle que ce retour en politique, Mais Mathieu. totalement, Oui. totalement. Je sais Alors, pas il si y a vous êtes- Jean-Pierre, Mathieu, restez avec nous. Il y a Jean-Pierre qui nous appelle de Neuilly-sur-Marne et qui, lui, n'est pas vraiment de cet avis. Jean-Pierre, bonjour. Oui, bonjour. Mais écoutez, moi je trouve que c'est un petit peu fort de café, quoi. Bon, il est vrai que Bernard Tapie est un phénomène flamboyant. C'est un garçon exceptionnel par ses réussites professionnelles. Mis à part que je ne sais pas si les salariés des boîtes qu'il a revendues sont aussi heureux que ça. C'est un monsieur qui a été ministre, qui a été député, qui a fait de la prison, c'est quelqu'un de formidable. Et si nous étions dans une période beaucoup plus calme, si on n'avait pas toutes ces tensions sociales, politiques, économiques, philosophiques, moi, le retour de Bernard Tapie en politique, je serais ravi parce que au moins il y aurait un petit peu de plaisanterie, un peu de Ah comment oui, alors dirais-je. vous êtes, Jean-Pierre, si on vous écoute, pour le retour de Tapie, pour nous faire sourire. Ben, Vous le prenez dirais comme que, ça? Moi, je pense que parce que c'est nanar et la baguette magique. Il arrive, il a des solutions. Il a des solutions formidables. Pourquoi on n'en a pas parlé il y a déjà 3 ans ou il y a déjà 5 ans? Ou lui-même quand il était aux affaires. Quoi. Alors, Ouais. est-ce que je peux intervenir? Oui. Juste, C'est Mathieu. Oui, Oui, c'est allez-y, Mathieu. Mathieu. D'un mot, parce qu'il y a on parle- beaucoup d'éditeurs au 39-21, Mathieu. Oui. Surtout, c'est pas un plaisantin. Moi, je suis contre cette idée que c'est quelqu'un qui est là pour faire son show et qui est là pour faire rire. Il a mis en place, il y a plusieurs années de ça, des écoles gratuites pour la communication. Ces écoles ont réussi. Les personnes qui sont passées dans ces écoles sont devenues des chefs d'entreprise reconnus. Ouais. Et j'ai des amis qui sont passés par là. Ouais. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a mis en place un site internet. On peut chercher, le site existe encore.
avec son Il a fils. fait des choses positives, hein, c'est ce que vous dites, Voilà, Mathieu, par exemple, Jean-Pierre les choses aussi. comme Alors, Yves. attendez, Et je parce veux qu'il y dire, a... dans Oui, les solutions qu'il propose, dans Ouais. la pratique, lorsqu'on le laisse aller au bout de ses propositions, ça réussit. oui. Donc c'est pas Il y juste a, il y a... quelque chose pour Oui, faire beau. absolument. Il y a beaucoup d'autres appels et de gens qui le connaissent, qui l'ont rencontré, qui vont témoigner aussi dans un instant. Oui. Fabienne Lemoine, beaucoup de réactions également sur les réseaux Ah oui, sociaux. le moyen que l'on puisse dire, c'est que Bernard Tapie fait toujours et encore réagir sur le live vidéo d'Europe 1. Philippe de Romans-sur-Isère nous dit pourquoi pas le retour de Bernard Tapie. Il n'est pas plus mafieux que les autres responsables politiques actuels. Pourquoi n'aurait-il pas le droit de revenir? Ou Rémi de Sarlat, Bernard Tapie, personnage charismatique, magouilleur, mais qui a su travailler positivement pour les Français. Il s'est mené les troupes, mais on est divisé quand même aussi Oui. avec Michel Danger. Certains Français peu scrupuleux admirent les truands politiques, car pourquoi pas Bernard Tapie, un des élus qui a eu le plus maille à partir avec la justice. Et pour terminer, Alexandre de Bruxelles, il a une grosse différence entre faire de la politique et se servir de la politique. On voit des avis très partagés. Oui, alors au 39-21, vous êtes très nombreux à nous appeler. Il y a Jean-Michel qui nous appelle de Charente-Maritime. Bonjour Jean-Michel. Oui, bonjour à tous. Vous l'avez rencontré, hein, c'est Moi, ça? j'ai eu le plaisir dans ma vie de rencontrer Bernard Tapie à l'époque avec Pierre Bérégovoy quand il était venu à La Rochelle. Certes, c'est pas ma famille politique. Hein. J'ai fait de la politique pendant 30 ans, j'étais élu. Mais le retour de Bernard Tapie, et pourquoi pas? Parce que ce qu'aujourd'hui je déplore que le discours des hommes politiques représentatifs en France ne convainc plus personne. Le problème, c'est qu'il faut trouver des solutions pour demain et rapidement. Alors Bernard Tapie, quand il dit qu'il va zéro chômeur dans les jeunes, c'est peut-être un petit peu prétentieux, Oui. parce qu'aujourd'hui, certes, il y a du travail, mais j'ai eu la chance un jour d'aller au Québec, et quand on voit qu'au Québec, il y a encore des petits boulots tels que des jeunes qui remplissent les poches à la sortie des caisses dans les supermarchés, dans les stations-service, aujourd'hui en France, il n'y a plus ce type d'emploi qui permettrait de remettre les jeunes ou les gens au chômage, le pied à l'étrier. Mais le retour de Bernard Tapie, mais je suis pour, ça va nous amener un petit peu de puissance, de baume au cœur, parce que personnellement, j'ai 64 ans, et je dis que les hommes politiques, que ce soit de droite ou de gauche, ne convainquent plus. Ils n'ont plus les phrases qui permettent de dire on va voir pour demain. Le résultat, c'est qu'aux élections, il y a un désistement qui est inadmissible. C'est malheureux de voir le 50% de votants pour les régionales. Et vous pensez effectivement, Jean-Michel, que Bernard Tapie, en revenant, pourrait remobiliser peut-être aussi un petit peu des électeurs? C'est ce que veut nous dire aussi Gérard, qui est avec nous et qui nous appelle de Normandie, du Calvados de Mondeville. Bonjour Gérard. Bonjour. Oui. Vous dites il est courageux de revenir en politique et il va rapporter quelque chose. Rallumez la flamme. Ah, bien sûr qu'il est courageux. Ceci étant, tous les personnages qui ont parlé avant moi ont fait que résumer tout ce que je pense. Tapie, il a quand même fait des actions positives. Oui. Dans les rachats d'usines pour un franc symbolique, des affaires qui étaient complètement tombées à zéro, il a trouvé moyen, a priori, de les remonter pour les revendre avec bénéfice. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, c'est vrai. Les hommes politiques, ils nous inondent de paroles, mais ils n'agissent jamais. Oui, voilà, c'est ça. Alors, il a agi, pas toujours aussi avec chance. Hein. Il y a eu des échecs. Bien sûr. Bien sûr, mais bon, c'est vrai que, par exemple, à Lisieux, il ne faut pas parler de Bernard Tapie, mais il a quand même revendu Vont-Vert avec bénéfice, et c'est quand même positif, ça. Alors pourquoi est-ce qu'il ne réussirait pas? Oui. Pourquoi pas, effectivement. Alors maintenant, il y a les questions, merci Gérard, il y a les questions plus politiques. C'est Philippe qui nous appelle de l'Essonne et qui là est un tout petit peu plus réservé quand même peut-être sur le plan politique. Philippe, bonjour. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis pas réservé, je suis déjà consterné par ce que j'entends de la part des auditeurs, parce que franchement, Bernard Tapie, c'est la justice qu'il a prouvé maintes fois, c'est un escroc. Citez-moi une entreprise où il n'a pas licencié, où il n'a pas fait des ravages, parce que faire croire, il est très fort, ça, on ne peut pas lui nier, cette science de la communication. Mais c'est tout ce qu'il a. Une vitrine, et derrière, c'est mauvais. Il a échoué dans les affaires, il a échoué en politique, il a échoué contre le Front National. Oui, et alors il dirait même que s'il revenait pour combattre le Front National, soi-disant, ça serait au contraire une machine à donner des voix au Front National, parce qu'il incarne toute cette politique un peu pourrie, un peu mafieuse, un peu magouilleuse entre soi, etc. Donc franchement,
pour lutter contre l'abstention et le Front National, c'est sûrement pas Bernard Tapie qui doit venir en politique à 72 ans. Par contre, j'aimerais bien savoir quelles sont les vraies raisons pour lesquelles il revient. Oui. Et à mon avis, c'est pas sans arrière-pensée concernant son affaire et ses 400 millions d'euros qu'il doit rendre au peuple français, puisqu'il est injustement pris. Une forme de chantage, c'est ce que vous voulez dire. Je pense qu'il va essayer de faire jouer sa capacité, entre guillemets, de nuisance. Oui. Voilà. Oui. Et c'est à vous, journalistes, d'enquêter là-dessus, parce que franchement, que lui revienne à 72 ans... Oui, c'est ce que l'on fait. Évidemment, possible. c'est ce que l'on fait. On interrogera aussi directement Bernard Tapie, qui viendra bien sûr sur Europe 1. Fabienne, ça continue de réagir sur les réseaux sociaux. Merci Philippe. Et Merci. d'autres messages qui interrogent par rapport à ce retour de Bernard Tapie, qui va même au-delà du retour de Bernard Tapie, avec Ultreya 1095 qui nous dit « Place aux jeunes, dehors les dinosaures et autres éléphants ». Alors ça s'adresse à Bernard Tapie, mais aussi à Balkany, Gaudin, Fabius, Hollande, Juppé, Le Pen. Voilà, la liste est longue, et droite-gauche renvoyée dos à dos. Oui, avec beaucoup de témoignages donc au 39-21 sur ce retour possible de Bernard Tapie en politique. Patrick Roger, Fabienne Lemoyle. Oui, au 39-21, à l'approche des fêtes de Noël et puis après les attentats, la sécurité est évidemment renforcée dans les lieux publics, les aéroports, les gares, les magasins. Est-ce que vous vous sentez véritablement en sécurité ou au contraire, est-ce que vous êtes toujours quand même un petit peu tendu quand vous allez faire vos courses notamment ou que vous êtes dans les grandes gares? Le témoignage d'Yvette qui nous appelle du Val d'Oise au 39-21. Bonjour Yvette. Bonjour. Alors, votre témoignage, est-ce que vous vous sentez, vous, en sécurité? Alors, je vais dire oui et non. Oui, parce que effectivement, toute cette présence militaire ou de personnel civil qui sont les agents de sécurité, ça rassure un peu. Mais enfin, je pense que l'on peut dire que ça ne sert pas à grand-chose et que c'est de la poudre aux yeux pour donner l'impression que l'on fait quelque chose. Parce que moi, depuis le mois de décembre, où je suis allée dans certains grands magasins à Paris, les gares, quand on vous fait ouvrir le sac à main, c'est vite fait. J'ai eu un seul magasin, c'est le printemps, où l'on m'a fait ouvrir mon manteau, parce que j'avais un manteau très ample. Parce qu'effectivement, ailleurs, vous pouvez cacher n'importe quoi sous vos gros anoraks et sous les gros manteaux. Donc c'est vraiment quelque chose qui pour moi est inutile. Oui, mais Yvette, ça a un effet quand même rassurant et vous-même, vous êtes peut-être un petit peu plus vigilante également, quoi, du coup, oui, non? je pense qu'être vigilant, oui, c'est bien. Mais être rassuré, c'est oui et non, parce que de toute façon, depuis janvier, depuis Charlie, il y avait Vigipirate, il y avait des agents un peu partout, ça n'a pas empêché le mois de novembre. Donc tout cela n'empêchera rien, parce que s'il doit se passer quelque chose, ça se passera, quoi que l'on fasse. Oui, oui, même si la vigilance peut apporter effectivement parfois des solutions. Quand il y a, on l'a vu à quelques reprises, la vigilance, alors au Stade de France c'était autre chose, c'était évidemment les portiques, mais qui ont évité. Et donc il faut l'attention de chacun, un peu comme ça se fait en Israël. On parle beaucoup et souvent de cette culture à l'israélienne où on est vigilant. Oui, je pense qu'il vaut mieux être vigilant et je pense que tous ces, notamment les militaires et la police, je pense qu'il serait mieux adapté de les avoir ailleurs occupés à faire vraiment leur boulot que d'être là parce que... Ah mais c'est un peu contradictoire du coup ce que vous dites Yvette. Parce que moi je dis que c'est du tape à l'œil tout ça, donc c'est justement fait pour dire voyez on fait quelque chose, la population va être assurée, mais je pense qu'il vaudrait mieux qu'il soit occupé là où il devrait être réellement et que c'est à tout un chacun d'être vigilant sur place et puis c'est tout. Oui. Christine, merci Yvette, vous nous appeliez du Val d'Oise. Autre témoignage, c'est Christine qui nous appelle de Marseille. Bonjour Christine. Oui, bonjour. Est-ce que vous vous sentez rassuré avec ce déploiement du dispositif de sécurité dans les gares, dans les grands magasins ? Alors, pour moi, contrairement à Yvette, je suis tout à fait d'accord qu'il y ait de plus en plus de l'armée qui soit mise en place parce qu'effectivement, il n'y a pas assez au niveau de la police, la sécurité qu'il faudrait dans tous les endroits parce que les militaires sont là aussi
pour rassurer. Nous sommes en guerre, on le sait, je crois qu'on l'a oublié, parce qu'après un mois, après ce qui s'est passé donc à Paris, on oublie, c'est les fêtes, on oublie. Mais on est aujourd'hui en guerre, il ne faut pas l'oublier. Il y a une action Vigipirate qui est toujours d'actualité, et pour moi, il n'y a pas assez de sécurité, de militaires qui soient là, partout, dans les écoles. Nos enfants sont en danger, on est tous en danger. Attention, il ne faut pas vivre, parce que moi je ne suis pas une peureuse. Je ne vis pas avec l'angoisse. Je suis très vigilante. Mais je vais vous dire, contrairement à une certaine époque où il y a eu une milice, attention, ne confondons pas, parce que la milice était là en 43 sous le régime de... C'est autre chose, oui. C'est autre chose, mais je veux dire, moi je parle du mot milice, c'est-à-dire de faire une police parallèle, c'est-à-dire que nous, les civils, nous sommes là, oui, il faut être vigilants. Oui, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ou qu'on voit, bon, il ne faut pas être non plus prendre ça, si vous voulez, dire on ne vit plus ni rien, il faut prendre ça aussi avec ce que la France peut apporter, égalité, fraternité et tout, ne pas faire de racisme, ne pas faire d'antisémitisme, ne pas faire tout ça, mais il faut être vigilant. Et pour moi, la sécurité, il n'y en a pas assez. Pas assez, effectivement. Besoin de voir davantage encore ces mesures de protection. Et merci, Christine, vous nous appeliez de Marseille. Sur les réseaux sociaux, Fabienne, des réactions toujours Oui, aussi, Evan sur Twitter qui nous dit « Les vigiles, c'est de la com, ça ne sert à rien. Une dépense énorme qu'on devra allouer au renseignement ou au suivi de fiches S. » Vous savez, ces fameuses fiches, justement, dont on a beaucoup parlé, qui recensent soit des suspicions de terrorisme, mais aussi tout à fait autre chose. Donc, le débat est lancé. Ouais, il y a deux choses en parallèle. Il y a cette vigilance en fait au quotidien et puis le travail évidemment des enquêteurs par ailleurs avec ces missions de surveillance. Autre témoignage, c'est Marie-Agnès qui nous appelle des Yvelines et vous voulez témoigner d'un vécu, d'une petite expérience que vous avez eue vous et votre famille. Bonjour Marie-Agnès. Bonjour. Oui. Vous vouliez témoigner parce qu'il est arrivé quelque chose à votre... Non, je veux simplement... dire exactement ce qui s'est passé. À l'entrée des Galeries Lafayette, il y a une dizaine de jours, ma fille, accompagnée de son mari, qui est commissaire divisionnaire, s'est fait contrôler et mon gendre, la personne qui l'a contrôlé, n'a pas vu son arme. Donc mon gendre lui a montré son arme en sortant sa plaque. Et c'est simplement pour vous dire qu'effectivement, les contrôles aux entrées des grands magasins, c'est un peu du pipeau. Oui, voilà. Oui. Alors ça dépend évidemment, il peut y avoir des petites failles, bien sûr, mais on ne peut pas en faire une généralité quand même aussi, Marie-Agnès. Absolument pas. Oui. Non, pas du tout une généralité, simplement, on peut quand même témoigner et dire que ça peut se passer comme ça. Oui. Merci Marie-Agnès, effectivement, de votre témoignage. Vous étiez très nombreux à nous appeler au 39 21 sur ce sujet de la sécurité ou de l'insécurité dans les lieux publics à l'approche des fêtes de Noël. Dans un instant, donc, notre autre sujet au 39 21. Sur Europe 1, 13h35, la suite d'Europe Midi, Patrick Roger, Fabienne Lemoyle. Avec la fin de la partie annoncée pour Michel Platini. Michel Platini et Sepp Blatter qui sont suspendus à 8 ans par la chambre de jugement de la commission d'éthique de la FIFA. Avec nous pour réagir, Alexandre, vous nous appelez d'Antony. Bonjour Alexandre. Bonjour. Que pensez-vous de ce verdict contre Michel Platini ? Je n'ai pas du tout apprécié un verdict à la Salomon alors que les choses et les événements ont été bien expliqués, bien distingués par la presse. Oui. Pour moi, Blatter a un vrai souci de corruption. Je veux dire, tous les gens du football le savent. Il avait promis de ne pas se représenter, et c'est parce qu'il s'est représenté que Platini est intervenu, parce qu'il lui avait promis de ne pas se représenter. Et les choses auraient été bien, c'est-à-dire qu'il partait, par la grande porte, et puis voilà. Mais il a été encore plus gourmand, et donc là, Platini s'en est mêlé. Et je trouve ça un petit peu cavalier de leur mettre 8 ans à chacun, alors qu'on ne leur reproche pas, enfin, pour moi, on n'a pas à leur reprocher la même chose. Oui. D'un côté, on a un Blatter, on sait parfaitement tous ce qu'il a fait et la manière dont il a influencé... La charge de corruption n'a pas été retenue, quand même, petite précision au passage, effectivement, oui, mais Alexandre. Elle n'a pas été retenue de manière générale. Et moi, c'est ça qui me gêne. C'est que pour moi, Platini, lui, malheureusement, a été négligent dans sa gestion. Dans sa gestion justement des émoluments qu'il a reçus. Et Blatter, par contre, lui, le mal est plus profond. Et moi, je pense que la fédération en question
ne souhaite pas qu'on mette devant tout le monde les soucis de cette organisation. De Sepp Blatter. Vous pensez effectivement que c'est bien Sepp Blatter qui est derrière? Il y a un point final aux deux. Oui, un absolument. point final aux deux, et ça leur permet de fermer le dossier sans revenir et sans que Platini fasse un grand nettoyage. Oui, merci Alexandre. Et Michel Platini qui a dénoncé dans un communiqué il y a quelques minutes une véritable mascarade. Il va saisir la justice. Dernier témoignage sur ce point, c'est Patrick qui nous appelle d'Alsace, de Strasbourg. Bonjour Patrick. Oui. Bonjour à tous les auditeurs. Moi, je considère que ça ne change pas grand-chose parce que du moment que Platini était sur la sellette, je pense qu'il n'aurait pas, de toute façon, même s'il avait pu se présenter, il ne serait pas réélu. Il paye quand même quelque part des zones d'ombre assez importantes. Hein. Qui peut se targuer de valoir 3 millions d'euros sur un an en travaillant à temps partiel, puisqu'il était déjà ailleurs? 3 millions d'euros, c'était Michel Platini. 250 000 euros par mois en travaillant à temps partiel. Oui, mais parce qu'il a été payé avant, hein. C'est un rattrapage. Et puis c'est un rattrapage qui date de 11 ans avant. C'est quand même assez étonnant. Après, il y a toute l'histoire du repas à l'Élysée pour lequel Platini a fini par voter pour le Qatar, etc. Donc je pense qu'il y a tout un faisceau de choses qui sont concordantes. Moi, je pense que de toute façon, ça n'aurait pas changé grand-chose, même s'il avait pu se présenter. Je pense que les gens, même s'ils ne sont pas eux-mêmes tout blancs, auraient eu du mal à voter pour Platini. Donc en gros, ça ne change pas grand-chose. Oui. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a du règlement de compte dans l'air et que Sepp Blatter, du coup, a voulu entraîner dans sa chute Michel Platini. Oui, mais que le dossier de Michel Platini, il n'est pas aussi blanc qu'on ne veut, croire non plus. L'avenir le dira peut-être, hein, Patrick, puisqu'il va quand même engager des recours. Merci de nous avoir appelés avec quelques réactions qui continuent, hein, Fabienne, sur les réseaux sociaux. Oui, on est sévère quand même par rapport à Michel Platini, où on dit légalement la FIFA n'avait pas à lui verser cette somme. Sepp Blatter, l'entraîne dans sa chute. Il a fallu que ce soit les États-Unis qui nous fassent découvrir les magouilles de la FIFA, sinon l'Europe aurait encore fermé les yeux.